Donc nous accueillons cet après-midi Monsieur Victor Blonde, ancien conseiller technique participation publique, consommation et concurrence au cabinet du Premier ministre et à la présidence de la République d'octobre 2020 à octobre 2024. Merci de votre présence. Avant de vous donner la parole, je suis tenue de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vous invite ainsi à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure » et d'allumer votre micro. Je le jure. Je vous remercie. Et par ailleurs, merci de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Aucun lien d'intérêt, Madame la Présidente. Très bien. Alors, je vais rappeler aux internautes qui nous écoutent que le Sénat a constitué le 20 novembre dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise ainsi à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Alors, cette audition de cet après-midi a pour objectif de faire la lumière sur la façon dont ont été gérés au niveau des différents ministères en interministériel, au niveau du cabinet du Premier ministre et de la présidence de la République, les développements de l'affaire Nestlé Waters, plus particulièrement d'août 2021 à octobre 2024, en ce qui vous concerne, Monsieur Blonde. Alors, le rapporteur reviendra plus en profondeur sur les thèmes que je vous propose brièvement. Plusieurs questions vous seront posées. Quand et comment avez-vous pris connaissance pour la première fois du dossier Nestlé Waters, c'est-à-dire de l'utilisation par cette entreprise de traitements illégaux sur ces eaux minérales naturelles et ces eaux de source dans les Vosges et dans le Gard? Lorsque le 11 juillet 2022, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et vous-même vous êtes entretenu avec Marc Schneider, le président du groupe Nestlé, à l'occasion du sommet Choose France, qu'attendait-il de l'État en ce qui concerne ces eaux minérales naturelles? Quelle suite avez-vous donné à ces demandes? Aussi, comment expliquez-vous, une fois les traitements au charbon actif et au UV retirés, que Nestlé Waters ait fait de la filtration à 0,2 micron une nécessité pour garantir la sécurité sanitaire de ces eaux minérales naturelles? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez autorisé la filtration à 0,2 micron en février 2023, alors que cette décision paraît en contradiction totale avec les informations dont vous disposiez à l'époque, assimilant la filtration à 0,2 micron à une forme de désinfection? Enfin, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous avez rendu un arbitrage biaisé en faveur de Nestlé Waters et que vous avez cédé au lobbying de cette entreprise? Voici quelques thèmes que notre rapporteur va reprendre. Dans un premier temps, je vais vous céder la parole pour que vous puissiez présenter vos réflexions dans un délai de 10 minutes environ. Et puis, le rapporteur vous interrogera aussi sur votre rôle dans la gestion politique et administrative du dossier Nestlé Waters. Et puis ensuite, nous donnerons la parole pour des questions aux autres membres de la commission d'enquête. Et nous terminerons par une dernière série de questions-réponses. Je vous remercie. Je vous laisse la parole, monsieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Monsieur le sénateur, Messieurs. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui devant vous. J'interviens en tant qu'ancien conseiller technique participation publique, consommation et concurrence à Matignon, poste que j'ai occupé entre septembre 2020 et septembre 2024. C'est au titre de ces fonctions au sein du cabinet de la Première ministre que j'ai eu à connaître du dossier Nestlé Waters à partir de l'été 2022. Je tiens à préciser que je ne suis ni un expert de l'eau, ni un expert des questions de santé publique. Je ne suis pas non plus un acteur local. La fonction d'un conseiller à Matignon n'est pas d'être expert, mais sous l'autorité de la Première ministre et de la direction de son cabinet, de coordonner l'action des ministères, d'impulser un certain nombre d'actions répondant à la feuille de route fixée par la Première ministre et par le Président de la République,
de confronter les points de vue et les analyses, de trancher aussi parfois. Sans refaire toute la chronologie du dossier, vous savez que le lancement des premières investigations dans le secteur par le Service national des enquêtes de la DGCCRF dans le groupe Alma date de l'année 2020 et que c'est à l'été 2021 que Nestlé Waters rencontre le cabinet de la ministre déléguée à l'industrie avant le lancement par les ministres de l'économie, de la santé et de l'industrie d'une mission IGAS en novembre 2021. Ces dates constituent des jalons importants, c'est pour ça que je me permets de les rappeler, mais vous les connaissez bien évidemment. En ce qui me concerne, je prends connaissance du dossier en juillet 2022, le 8 juillet plus précisément, par un mail de la directrice générale de la CCRF. Ce message fait le point sur les dossiers en cours relatifs à Nestlé et suivi par cette direction. Ce mail s'inscrit dans la préparation d'un entretien que le secrétaire général de l'Élysée doit avoir à Choose France avec le PDG de Nestlé. Le dossier m'est présenté dans le mail du 8 juillet dans les termes suivants. Usine Nestlé Waters dans les Vosges ayant fait l'objet d'un audit par la mission IGAS, production Vittel, Contrex et Épar, constat de la pratique de filtration et discussion avec l'industriel sur la mise en conformité, la mission ne relève aucun enjeu de sécurité sanitaire. Cet entretien à Choose France, auquel j'assiste, se tient le 11 juillet 2022 à Versailles, selon un format propre à ce qui se fait traditionnellement à Choose France, c'est-à-dire une vingtaine de minutes d'entretien en anglais généralement, au cours d'une journée qui en compte des dizaines, sur les projets d'investissement de l'entreprise en France. Le sujet y est brièvement évoqué en fin d'échange. À la suite de cet entretien, nous organisons dans un format assez élargi avec mes collègues de Matignon susceptibles d'être concernés par le sujet, c'est-à-dire le conseiller santé, le conseiller agriculture, le conseiller en charge de l'emploi, le conseiller territoire, et en présence de l'ensemble des ministères intéressés, une réunion permettant de partager l'information assez largement en interministériel à un moment où le rapport IGAS est sur le point d'être remis. J'en obtiens d'ailleurs une copie en marge de cette réunion. Cette réunion a lieu le 21 juillet 2022. À ce moment particulier, l'analyse du dossier met en évidence une série de constats. Sur le plan strictement sanitaire, l'analyse commune au sein de l'État est que ce dossier ne soulève pas de problématiques de sécurité sanitaire ni de mise en danger de la santé du consommateur. Notre compréhension collective, au premier chef celle du ministère de la Santé, est que ces traitements, en filtrant et en désinfectant au-delà de ce qui est autorisé, ont au contraire réduit le risque de contamination. C'est ce qui figure dans le mail de la DGCCRF du 8 juillet, c'est ce que nous réécrivent les ministères dans plusieurs notes dans les mois qui suivent. Sur le plan de la fraude, la mission IGAS, qui rend son rapport en juillet 2022, permet de matérialiser les faits et notamment la présence de procédés non conformes, traitement UV et charbon. À la suite de ces signalements, l'ARS Grand Est saisit le procureur sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale, contrairement d'ailleurs à ce qui a pu être dit dans la presse ultérieurement. Je précise d'ailleurs que pendant un certain temps, j'ai cru que la saisine du procureur avait eu lieu dans la foulée de la remise du rapport et de la réunion du 21 juillet. Je comprends un peu plus tard qu'elle n'a eu lieu qu'au début du mois d'octobre. Se pose toutefois assez rapidement de la vie générale la question du flou juridique résultant de la législation en vigueur sur le sujet bien précis des microfiltrations et l'ampleur réelle des pratiques non réglementaires des minéraliers, estimées à 30% par la mission. L'IGAS suggère que ce chiffre est un minimum, évoquant des pratiques beaucoup plus répandues dans le marché. Enfin, autre élément du constat, sur le plan de l'emploi, des conséquences économiques et sociales, nous identifions à ce moment-là un risque que l'entreprise se saisisse de cette crise pour justifier une restructuration en cours sur le site des Vosges, réduction d'effectifs de 130 personnes, compte tenu du ralentissement du marché allemand des eaux minérales. En ce qui concerne les démarches de Nestlé, j'ai rencontré en tout et pour tout 3 fois leurs représentants. Donc, le 11 juillet 2022, pendant le sommet de Choose France, avec le secrétaire général de l'Élysée, comme je l'ai déjà dit. L'entretien avec le PDG de Nestlé dure environ 20 minutes. Le sujet des eaux minérales est évoqué en toute fin d'entretien. À leur demande, ensuite, le 2 août 2022, pour un échange d'un peu moins d'une heure avec la présidente de Nestlé Waters, 2 personnes de l'entreprise et leur conseil. Et ensuite, le 28 septembre 2022, en présence du conseiller technique santé de la Première ministre, pour un entretien de la même durée, environ un peu moins d'une heure, avec les mêmes personnes. Lors de ces 2 derniers échanges, durant lesquels l'entreprise nous présente sa perception du dossier et les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour remédier à la situation, nous l'interrogeons sur les pratiques mises en œuvre.
Elle nous interroge sur la teneur des conclusions du rapport IGAS, que nous ne lui divulguons pas, et sur les suites concrètes qui pourraient être apportées par les ministères. Nous ne lui communiquons aucun élément tangible sur les suites envisagées, et notamment sur la saisine du procureur qui est sur le point d'être faite, et l'invitons à se rapprocher des ministères. Nous demandons à Nestlé une pleine transparence et la communication de l'ensemble de leurs analyses aux ministères et aux acteurs locaux, contrairement à ce qui a pu être fait durant les mois passés, ce dont nous nous plaignons fermement. Je ne rencontrerai plus l'entreprise ultérieurement. À partir de ce moment-là, nous avons eu à Matignon le souci systématique de renvoyer l'entreprise vers les ministères et l'échelon local qui nous semblait être le niveau le plus adéquat de traitement du dossier. Nous avons ensuite fait valider par la direction de cabinet de la Première ministre, dans une note du 6 octobre 2022, sur la base des éléments qui nous sont transmis par les ministères, une série d'orientations, je me permets de vous les mentionner. D'abord, demander à l'industriel de fournir sous un mois aux ARS concernés toutes les données permettant d'évaluer l'effet des mesures mises en place, et notamment du filtrage à 0,2 microns sur la qualité microbiologique de l'eau. De rappeler à Nestlé la nécessité de cesser tout traitement par charbon actif et UV pour le marché national. De solliciter début novembre, une fois que des contrôles auront pu être menés localement par les ARS, l'avis de ces dernières et des préfets quant aux éventuelles dérogations qu'ils pourraient accorder dès lors qu'il est constaté qu'il n'y a pas de changement de la qualité microbiologique de l'eau entre l'amont et l'aval du traitement. Sur ces bases, la question de donner suite à la demande de filtrage à 0,2 microns pourra alors se poser. Et en termes de méthode, de demander à l'industriel de travailler directement et en transparence avec les préfets et ARS concernés, avec un suivi par les cabinets santé et industrie. Nous demandons également au ministère d'échanger avec les deux ARS et les deux préfets dès que possible afin de partager ces orientations. Nous leur suggérons aussi de partager avec l'IGAS les démarches qui vont être engagées. Parmi les sujets qui restent en suspens à la fin de l'année 2022 se trouve le sujet d'une microfiltration inférieure à 0,8 microns. Il n'y a pas de mesure de droit positif qui l'interdise formellement. C'est une pratique dont tout le monde s'accorde pour dire qu'elle n'est ni claire ni mise en œuvre de manière uniforme. L'avis de l'AFSA de 2001, confirmé par l'ANSES tout début 2023, indique qu'en deçà d'un seuil de 0,8 microns, il appartient à l'exploitant de démontrer l'absence de conséquences sur les caractéristiques microbiologiques de l'eau embouteillée. De fait, la présence d'une filtration inférieure à 0,8 microns n'est pas en soi un obstacle à la délivrance de l'appellation d'eau minérale naturelle, à condition que ces traitements soient préalablement déclarés et autorisés par arrêté préfectoral. D'après le ministère de la Santé, les experts évoquent un pouvoir désinfectant de la microfiltration en dessous d'un seuil de 0,2 microns, mais entre ce 0,2 et le 0,8 subsiste une part de flou et d'interprétation. Les autorités belges et espagnoles appliquent un seuil de 0,4 ou 0,45 microns et un certain nombre de dérogations préfectorales, qui restent l'autorité compétente en la matière, permettent à cette époque en France de descendre en deçà de 0,8 microns. Et je crois que si la DGS est en train de clarifier sa doctrine et que des échanges au niveau européen doivent permettre de préciser et d'actualiser les règles, cela n'était pas le cas fin 2022. Nous avons une première réunion de suivi avec les cabinets du ministère délégué à la Santé et de l'Industrie le 1er décembre 2022. Et c'est lors d'une réunion qui se tient le 16 février 2023, lors de laquelle les ministères expriment des avis convergents, que nous nous accordons sur la position de l'État. Les ministères nous demandent, pratique assez courante, de prendre un bleu, validé par le secrétariat général du gouvernement, fixant la ligne à tenir par l'ensemble des intervenants des administrations dans ce dossier, en leur laissant néanmoins la marge d'appréciation et la marge de manœuvre indispensables à toute bonne prise de décision au plus près du terrain. D'ailleurs, la formulation, sans imposer d'interprétation de la norme de référence, et je dois le reconnaître, nous en aurions été bien incapables, prévoit de manière assez équilibrée la possibilité d'autoriser la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8 microns. Ce bleu, publié le 24 février 2023 après 2 jours de consultation dématérialisée des ministères, a eu valeur de décision, mais ne se substitue ni à une instruction de la DGS, ni à la décision des préfets, et encore moins à une révision de la directive européenne. En guise de conclusion, je tenais à vous indiquer que tout en assumant pleinement les responsabilités que ma fonction de l'époque impliquait, j'ai essayé d'effectuer mon travail de conseiller à Matignon, dans ce dossier, mais plus généralement, en respectant 2 grands principes. D'abord, m'appuyer sur ceux qui savent, qui détiennent l'expertise dans les ministères et sur le terrain. Il est à mon sens essentiel pour l'efficacité de l'action publique que les décisions soient prises au bon échelon, selon le principe de subsidiarité, a fortiori dans un domaine très technique comme la qualité de l'eau, dont la compétence au fond relève en premier lieu du ministère de la Santé, de la DGS et dont la mise en œuvre dans les territoires relève de la compétence des préfets et des ARS, qui sont des établissements publics autonomes.
Nos échanges par mail vous ont été transmis et donc vous avez pu constater qu'à plusieurs reprises, à Matignon, nous insistions pour que la décision soit prise au meilleur niveau, qui est celui des ministères et des acteurs locaux, pour que ce soit eux qui rencontrent l'entreprise, si possible ensemble, pour que l'information des services déconcentrés et la coordination entre tous les échelons de l'État soit la plus fluide possible. Le deuxième principe que j'ai essayé de m'appliquer, c'est de travailler dans un esprit de très forte collégialité. Généralement, à Matignon, on traite de dossiers compliqués, sensibles, qui remontent, car ils n'ont pas pu ou qu'on n'a pas voulu les arbitrer, aux échelons infra. Le rôle d'un conseiller à Matignon n'est pas d'être le porte-voix d'un ministère qu'on est supposé représenter ou dont on vient. Percy en ce qui me concerne. Si c'est le cas, alors cette fonction n'a aucun intérêt et peut être supprimée. Matignon est le lieu de l'interministériel par excellence, c'est-à-dire de la construction de la meilleure parfois ou de la moins mauvaise solution souvent. C'est bien évidemment encore plus le cas quand existe un enchevêtrement de compétences qui nécessite une très grande coordination, pas toujours évidente à atteindre entre ministères et services de l'État. De fait, j'entends les constats formulés par l'IGAS dans son rapport, par la Commission européenne au printemps 2024 et par la mission d'information conduite par Madame la sénatrice. La réglementation n'est pas assez claire sur la microfiltration et le fait que nous ayons dû prendre un bleu sur un tel sujet en atteste. La coordination des autorités compétentes mérite sans doute d'être améliorée. Je crois que l'État travaille à la mise en œuvre de ces recommandations et c'est évidemment une très bonne chose. Mais je tiens aussi à dire que contrairement à ce que j'ai pu lire dans la presse, nous avons travaillé de manière étroite sur ce dossier avec mon collègue chargé des questions de santé au cabinet de la Première ministre et avec les cabinets des deux ministères délégués concernés, la santé et Bercy. Personne n'a gagné ou perdu un arbitrage. La solution retenue a été construite conjointement avec ces deux ministères et je tiens d'ailleurs à saluer le sérieux, l'intégrité et la qualité des services et des personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'interagir sur ce dossier au sein de l'État. Je suis maintenant à votre disposition, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, pour répondre à vos questions. Merci. Très bien, merci Monsieur Blonde. Donc nous enchaînons avec les nombreuses questions de notre rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur Blonde, pour cette introduction. Peut-être une précision pour moi sur vos fonctions. Je croyais que vous étiez un conseiller partagé entre l'Élysée et Matignon, et vous n'avez mentionné que Matignon. Et voilà, je voulais juste vérifier ce point. Alors, j'étais en effet partagé. J'ai été conseiller à Matignon de septembre 2020 à septembre 2024 et j'ai été conseiller à l'Élysée de octobre 2020 à octobre 2024, mais c'est des sujets de date de publication d'arrêté. En revanche, la convocation à cette commission d'enquête ne mentionnait que mes fonctions en tant que conseiller à Matignon. D'accord, mais vous me confirmez que vous étiez bien conseiller des deux, et vous avez, parce que vous avez donc survécu, je ne sais pas comment le dire autrement, à Jean Castex, Elisabeth Borne, puis Gabriel Attal, et donc vous aviez été recruté par l'Élysée ou par Matignon, juste pour comprendre le cadre. J'étais membre de la mission déconfinement qui était auprès de Jean Castex. D'accord. Et donc, d'une certaine manière, je suis arrivé dans ses valises à l'été 2020, quand il est arrivé comme Premier ministre. En revanche, j'ai été recruté par les deux voies parallèles. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup de ces précisions. C'était juste pour vérifier qu'on était dans le bon cadre. Peut-être revenir sur le 11 juillet et Choose France pour que vous puissiez nous exprimer. Vous avez dit que ça avait été brièvement évoqué, mais vous n'êtes pas revenu sur le contenu de la discussion. Peut-être vous avez dit aussi « on », mais peut-être nous dire qui était autour de la table à ce moment-là, que nous puissions situer le niveau de la discussion, les demandes exprimées par Nestlé et les réponses, ou bien la prise de notes, parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous preniez aussi les points pour les réunions suivantes que vous avez pu faire à ce moment-là. Alors, lors de cette réunion, qui, je l'ai dit, est une réunion de 20 minutes environ, enfin, pour contextualiser, donc Choose France, je pense que vous êtes très familier de l'événement, mais on a un très grand nombre, des centaines de chefs d'entreprise du monde entier qui viennent et on a une répartition des entretiens qui sont faits par les différents membres du gouvernement ou membres de cabinet. Et donc, généralement, on a des centaines d'entretiens qui sont faits parallèlement, certains, alors soit sous forme d'entretiens bilatéraux, soit sous des formes des tables rondes, certains au niveau du président de la République, certains au niveau des ministres, et ça va jusqu'au niveau du directeur des cabinets des ministres et à
l'Élysée, il y avait le secrétaire général de l'Élysée et le secrétaire général adjoint de l'Élysée qui en recevaient également. Donc chacun recevait, je dirais, une petite dizaine de personnes lors de l'après-midi pour des entretiens qui s'enchaînaient. Généralement, selon les sujets, le secrétaire général de l'Élysée était accompagné d'un des conseillers en charge. Et donc, moi, je l'accompagnais lors de cet entretien. Donc, nous étions tous les deux. Et de l'autre côté, il y avait le président de Nestlé. Monsieur Schneider. Monsieur Schneider, exactement. Et je dois vous dire que je ne sais plus s'il était accompagné. Peut-être, est-ce qu'il était accompagné du lobbyiste habituel de Nestlé que vous avez Non, généralement, mais je ne peux pas vous dire si c'était le cas à ce moment-là. Les présidents de compagnies internationales sont accompagnés soit du président France, du DG France, okay, soit de la personne en charge des affaires publiques en France. D'accord. Et je ne saurais pas vous dire si c'était le cas. Pas de problème. Sur le contenu maintenant ? Oui. L'entretien porte très largement sur les projets de Nestlé en France, et notamment les projets d'investissement, et c'est l'objet des discussions qu'on a à Choose France, qui sont généralement des discussions au niveau, au sens où soit les gens ont des projets qu'ils annoncent à cette occasion-là, et donc on peut rentrer dans ce détail-là, soit c'est des projets ma question porte sur l'affaire Nestlé. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est, je dirais, 80%. Il y a, hors de ces sujets-là, le sujet qui fait l'objet d'une discussion un peu plus approfondie, c'est sur le sujet Buitoni. On revient sur l'affaire Buitoni qui avait eu lieu au printemps. Et ensuite, à la toute fin de l'entretien, alors je n'en ai pas de traces écrites, mais ce dont je me souviens, c'est que le président de Nestlé dit qu'il a un sujet de normes sur son site des Vosges et qu'il y a une mission IGAS en cours. Voilà. Et vous, à ce moment-là, vous ne saviez pas qu'il y avait une mission IGAS en cours ? Alors si, je le savais, puisque j'avais été informé 3 jours avant par mail par la DGCCRF, puisque j'avais reçu un mail des différents dossiers en cours, dont... Que vous aviez demandé pour préparer cet entretien ? Alors, elle me l'envoie spontanément. Assez fortuit. Ah, d'accord. Non, alors je ne pense pas que ce soit fortuit. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est croisés quelques jours avant et je lui ai dit... au fait, le secrétaire général va voir Nestlé. Est-ce que vous avez des sujets en cours avec Nestlé ? Et c'est pour ça qu'elle me l'adresse. Voilà. Et d'ailleurs, elle me renvoie. Enfin, le premier lien qu'elle m'envoie, c'est celui vers un communiqué de presse. Donc, j'imagine que c'était ça sur quoi avait porté notre échange à l'oral. Et ce qui d'ailleurs attire mon attention dans ce mail, c'est l'affaire Buitoni. Sur lesquels on avait passé du temps au printemps. Donc oui, moi j'étais au courant, je n'ai pas transmis ces éléments-là, je n'ai pas répondu à Virginie Beaumenier, je n'ai pas transmis ces éléments-là au secrétaire général de l'Élysée avant l'entretien, puisque les notes remontent généralement une semaine avant et que c'était hors délai, mais en tout cas je l'avais lu. Voilà. D'accord. Et alors, donc... qu'est-ce qu'il vous dit exactement ? Est-ce que vous avez le souvenir de ce qu'il vous dit exactement ? Le patron de Nestlé ? Oui, il vous fait état donc, de sa difficulté dans les Vosges. Ce que je vous ai dit. C'est assez factuel et d'une certaine manière, même si j'ai lu... il vous exprime une demande quand même vis-à-vis de cette situation ? Il vous dit juste, voilà ma situation, mais sans vous demander quoi que ce soit ? Non. D'accord. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure lui-même était très, très, très au courant du sujet ou si c'était quelque chose qui avait été placé dans son dossier par ses équipes France. En tout état de cause, on n'a pas évoqué plus longuement le sujet puisque en fait personne autour de la table de notre côté n'était vraiment au courant. Enfin, moi j'avais ces éléments-là et le secrétaire généralisé découvre le sujet à ce moment-là. D'accord. Et même s'il l'évoque sans demande, en revanche, vous estimez que le sujet visiblement est suffisamment important pour convoquer dans la foulée, le 21 juillet 2022, une réunion, vous l'avez qualifié, je crois vous-même, point de situation Nestlé Water, avec les ministères concernés, et je vous cite, afin d'aligner tout le monde sur ce dossier. Donc c'est quand même que vous vous saisissez de ce dossier. À ce moment-là, on sent qu'il y a une prise en main du dossier de votre part,
en tout cas tel que c'est exprimé dans la documentation qui nous est parvenue. Est-ce que c'est M. Kohler qui vous demande de vous saisir de dossier ou est-ce que vous vous auto-saisissez du dossier? Vous pouvez nous exprimer, enfin voilà, parce que si c'est juste évoqué en passant, quand même vous vous dites ça vaut le coup 10 jours plus tard d'organiser une réunion pour... Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point-là, s'il vous plaît? Alors, c'est assez classique que quand des points sont évoqués lors d'entretiens avec nos chefs, que ce soit côté Matignon ou côté Élysée, on s'en saisisse pour faire le point, notamment avec les ministères, surtout quand on les découvre. En l'occurrence... Mais après, vous allez rester longtemps dans le dossier, pour le coup. Vous allez rester... oui, c'est le dossier qui va rester longtemps sur moi. À ce moment-là, non, simplement, Alexis Kohler... j'imagine, me demande de voir avec le ministère ce qu'il en est. Voilà. Et donc l'idée, c'est à ce moment-là simplement de partager un niveau d'information entre toutes les personnes, sachant qu'à cette époque, nous avons des nouvelles équipes dans les ministères. Et donc, ce que je constate lors de la réunion du 21 juillet, c'est qu'il y a un degré assez disparate d'information entre les différents interlocuteurs, les différents ministères. Notamment, qu'est-ce qui vous choque, qu'est-ce qui vous surprend sur la différence de degré d'information? Vous trouvez qu'il manque d'informations Alors, déjà, je précise quelque chose, c'est que j'organise cette réunion à Matignon en tant que conseiller de la Première ministre. Même si c'est Alexis Kohler qui vous l'a demandé, vous le faites en tant que conseiller. Parce que pour moi, ce sujet est un sujet de coordination interministérielle. D'accord. Et donc, c'est à ce titre-là. D'ailleurs, je n'invite à cette réunion que des conseillers de la Première ministre. À part vous, qui êtes partagé. Oui, alors moi j'ai les deux casquettes, donc c'est difficile de... et ensuite tous les ministères. Et donc, oui, pardon, excusez-moi, mais... Non, je t'en prie. Mais du coup, j'ai une question aussi qui court un peu sur tout le processus. Vu qu'au départ, la demande de saisissement du dossier vient d'Alexis Kohler, est-ce que vous informez régulièrement Alexis Kohler disons, de la suite de ce qui se passe dans le dossier? Dans votre discussion interne au niveau de l'Élysée, est-ce qu'il y a des points d'information qui sont faits régulièrement? Alors, je n'ai aucun échange avec Alexis Kohler sur ce sujet durant toute la période concernée. En revanche, à la suite de la réunion, il y a deux moments en fait, où il y a un point d'information qui est fait côté Élysée, puisque ce sujet vraiment a été traité à Matignon par le cabinet de la Première ministre. C'est après la réunion du 21 juillet, je fais un petit compte-rendu que je fais remonter dans le cadre de la remontée des suivis des dossiers qu'on fait traditionnellement. Et donc, je fais remonter à la direction de cabinet de la Première ministre dans un contexte où la Première ministre se déplace dans les Vosges la semaine suivante. Donc, je ne sais pas si ça va être, compte tenu du degré de confidentialité du dossier, il y a peu de chances qu'elle en soit saisie, mais je me dis que ça vaut le coup de mentionner qu'on a fait une réunion, surtout qu'il y avait beaucoup de mes collègues autour de la table. Et dans le dossier de la Première ministre, il y a ce sujet Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le dossier. Vous l'avez envoyé à la direction de cabinet? C'est des points réguliers qu'on fait sur les dossiers suivis au sein du pôle économie. Et c'est Aurélien Rousseau, directeur de cabinet à ce moment-là? Oui. Merci. Et donc voilà, je n'ai pas de retour. Et comme c'est assez traditionnel, puisque le pôle économie est partagé, enfin il y a un chef de pôle côté Matignon et un chef de pôle côté Élysée, mais je fais remonter côté Élysée très exactement et dans les mêmes termes le point d'information. Et vous disiez un deuxième moment? Oui, c'est en janvier. CID ou juste avant? Non, pas du tout. C'est en janvier 2024. Au moment des publications dans la presse, où je fais un point d'information. En fait, les ministères ou le ministère de l'Industrie, je ne sais plus, m'envoie les éléments factuels qui ont été transmis aux journalistes soit la veille, soit le jour de la publication. Et donc, j'adresse à la direction de cabinet de l'époque du Premier ministre, a fortiori parce que l'équipe a changé, un point de situation en disant très factuel, en disant aujourd'hui, voilà, a été publié un article, vous trouverez en PJ des éléments factuels qui ont été transmis aux journalistes, et je fais exactement le même mail côté Élysée. Et donc l'Élysée n'est pas au courant, selon vous, du bleu de la CID de début 2023?
À votre connaissance? À ma connaissance, non. À votre connaissance, l'Élysée à aucun moment n'est informé de ce sujet-là? Non. D'accord. Vous maintenez ce que vous dites? Vous êtes sûr de ce que vous dites? À ma connaissance, je peux revérifier si dans des points de suivi à ce moment-là, je l'ai mentionné, mais à ma connaissance, non. Je revérifierai. D'accord. Et si ça a été fait, ça a été sous la forme d'un point de suivi, mais je n'ai pas retrouvé, en tout cas, dans mes archives, de remontée à ce moment-là. D'accord. Ok. Peut-être je vous propose qu'on avance dans le temps. Donc 21 juillet, il y a ce moment de discussion. Ensuite, il y a la deuxième rencontre avec Nestlé que vous avez vous-même évoquée dans votre introduction, qui je crois est juste avant le 5 août, puisque 5 août vous écrivez. Oui, voilà, qui est le 2. Le 5 août, vous écrivez à Guillaume Duchaufour et Carole Bousquet-Bérard, qui sont à la fois directeur adjoint et directrice adjointe de la ministère de la Santé et de la Prévention, que vous avez vu la présidente de Nestlé Water. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui vous faites référence quand vous parlez de la présidente? Vous parlez de Madame Dubois non, ou Madame Muriel Liénot, je pense. Madame Liénot, oui. D'accord. En tout cas, c'est elle qui était présente avec comme je l'ai dit, 2 personnes dont je n'ai pas retrouvé les noms et le conseil. Et là, c'est à votre initiative que vous rencontrez donc Madame Liénot? Non. Ah non. Non. Nestlé, après l'échange. Il était convenu qu'il y ait cette rencontre. Je sais pas si, en fait, je me souviens pas qu'il était convenu pendant l'entretien avec Atos France qu'il y ait un suivi, mais en tout cas, il m'adresse à mon secrétariat. D'ailleurs, ils font une erreur. Il l'adresse à une adresse Élysée. Et en fait, j'ai une adresse mail PM. Alors, et donc, ils disent dans le suivi de l'entretien, est-ce que vous accepteriez qu'on se voit? Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cet entretien? Parce que c'est un point important pour nous. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui s'est dit? Quelles sont les demandes qui sont formulées par Nestlé Waters à ce moment-là? Alors, je vais le faire selon mes souvenirs, puisque je n'ai pas de notes. Non, j'ai pas de notes et pas de compte rendu. Vous étiez tout seul? J'étais tout seul. J'étais seul côté Matignon. Et c'est à Matignon que ça se passe? C'est à Matignon, oui, que ça se passe. Donc je les reçois comme je reçois à peu près une dizaine plusieurs entreprises par jour dans ces fonctions. Ce qu'ils me disent à ce moment-là, c'est que, déjà, ils me présentent leur activité, puisque je ne suis pas familier avec la partie eau de Nestlé. Ils me refont la chronologie de leurs échanges avec le gouvernement. Ils me parlent de la mission IGAS. Ils me parlent des traitements interdits. Ils me font un point assez général. Je le prends comme un point où il m'informe de manière assez générale, en tout cas je le vois comme une espèce de mise à niveau sur le dossier, sachant que moi je ne leur dis... Et il me parle de la mission IGAS, me demande si je suis au courant, et donc voilà, c'est à peu près les sujets qui sont évoqués de mémoire, et moi je me souviens ne rien leur dire, déjà ne rien leur dire sur mon niveau de connaissance du dossier, alors qu'il est extrêmement récent, mais il y a quand même une réunion le 21 juillet. Ne rien leur dire, bien évidemment, de ce qu'il y a dans le rapport IGAS, qu'on m'a transmis en marge de la réunion, mais que, en toute honnêteté, je dois vous dire que je n'ai pas lu entre le 21 juillet et le 2 août. Et je leur pose des questions sur les pratiques et je leur pose aussi des questions sur... on évoque l'impact social local et je me souviens de leur avoir dit qu'il était absolument indispensable d'avoir un niveau de transparence avec l'État sur l'ensemble de sujets qui soit exemplaire, compte tenu de l'ampleur de la fraude, de son caractère massif, et qu'il était, même si c'est eux qui s'étaient spontanément présentés devant nous, devant les ministères l'année précédente, et puis je leur dis également qu'il est absolument indispensable qu'ils fassent, qu'il y a 2 dossiers, qu'il y a leur sujet de restructuration, et qu'il y a un autre sujet qui est en cours de traitement et dont on parle là, mais qu'il est hors de question de faire le lien entre les deux.
Sachant que, mais je vous l'ai dit, je l'ai dit dans mon propos liminaire et c'est dans plusieurs de mes mails, il est hors de question d'une manière ou d'une autre, il fasse porter la responsabilité d'un potentiel alourdissement du PSE à ce moment-là, sous prétexte qu'ils ont fraudé. Mais dans la discussion, c'est le sentiment que vous avez vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que ça, vous le... Oui, je le formule, oui. Vous le formulez parce qu'eux l'ont formulé d'une autre manière. Je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, ils l'évoquent. Donc, moi, spontanément, je le... Vous sentez qu'ils sont... En fait, si vous sentez le besoin, c'est que vous sentez que le lien est fait en face. Peut-être, sans doute, oui. Oui? Non? Sans doute? Non, mais c'est important. Enfin, vous voyez, oui. par exemple, dans votre... Je lis un échange que vous avez à ce moment-là, que vous ajoutez le 5, lorsque vous écrivez à M. Duchaffault et Mme Bousquet-Bérard. Vous dites « Je pense que c'est utile si vous pouvez les voir avant la fin du mois, car les conclusions du rapport EGAS et les suites qu'on y apportera auront un impact potentiellement important sur la restructuration qu'ils envisagent d'annoncer. » Donc, vous-même, vous faites ce lien, c'est parce que vous l'avez senti chez eux, vous ne l'avez pas fabriqué tout seul. Et là, vous faites le lien. Comment ? Là, vous faites le lien. En tout cas, oui, bien sûr, mais on le fait le lien même spontanément. Pendant la période, de toute manière, le lien, je l'ai fait avant, puisque on a une remontée du préfet des Vosges qui fait ce lien lui-même. On a le 21 juillet lors de la réunion, j'invite une partie de la, j'invite des directions de Bercy qui suivent les restructurations industrielles et ces dossiers-là. Donc le lien, je le fais naturellement. En tout cas, je me suis senti, j'ai senti qu'il était nécessaire de leur dire à ce moment-là. Est-ce qu'ils ont fait eux naturellement le lien? Je ne saurais plus vous le dire. Voilà. Mais en tout cas, j'ai senti le besoin, la nécessité de leur dire à ce moment-là. Et je le dis assez explicitement dans mes échanges avec les uns et les autres. Donc oui, ça c'est... Une petite précision, Monsieur Blonde. Donc à ce stade de l'enquête, on va dire de la prise de connaissance de ce dossier, donc la présidente de Nestlé Waters vous demande une rencontre à Matignon et vous nous confirmez qu'il n'y a pas de trace écrite des échanges que vous avez eus. Alors, je n'ai pas de compte rendu, moi, de cet échange. Vous avez pris des notes ce jour-là? Je les ai pas, peut-être sur un petit bout de papier, mais je les ai pas retrouvés. Et je ne sais pas, je ne crois pas avoir envoyé de mail. J'ai dû faire. Moi, je les invite à voir les ministères à ce moment-là, à la fin de l'entretien. Et sur les échanges, je vous dis, c'est le conseil qui doit contacter mon secrétariat pour prendre le rendez-vous quelques jours avant. Et donc ça, il doit y avoir une trace dans mes archives mail. Mais Très bien, merci. Merci Madame la Présidente. Peut-être maintenant rentrer dans une phase où on essaie de comprendre la fabrication du 0,2 et la décision de l'acide. Peut-être commencer en disant que j'ai un point de désaccord sur l'analyse que vous faites de personne à gagner entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie. Tout ça est un arbitrage interministériel partagé. Ce qui a été dit lorsque M. Salomon était à la place que vous occupez aujourd'hui, je vous dis peut-être les derniers mots qu'il nous a donnés de son décision, c'est « ça arrive tous les jours de perdre des arbitrages ». Donc il y a bien en tout cas, côté du ministère de la Santé, les choses sont vécues comme un arbitrage perdu face au ministère de l'Industrie. Donc ça va être intéressant aussi de reprendre les différents éléments pour le remarquer. Le 28 septembre 2000, alors j'essaie de faire aussi, parce qu'on est écouté, vous ne m'en voudrez pas, je ferai aussi des mises en contexte avant de poser des questions pour que tout le monde puisse suivre les choses. Le 28 septembre 2022, vous êtes destinataire d'un message d'Adrienne Breton, qui est directrice de cabinet de Roland Lescure, ministre de l'Industrie, qui insiste sur le fait que, je la cite, « Le point urgent à trancher, c'est d'autoriser Nestlé à utiliser des filtres à 0,2 pour poursuivre la production. » Donc avec l'idée que si ces filtres ne sont pas mis en place, la production ne peut pas se poursuivre. Et fait le lien que vous aviez vous aussi fait quelques jours plus tôt en août, enfin quelques mois plus tôt, et ajoute des considérations sur l'importance en matière d'emploi pour des sites Nestlé. Et en revanche, ce message ne comporte rien sur le risque sanitaire ou sur le risque de fraude. Moi, je vous pose la question, avec le recul, à cet instant-là, est-ce que vous considérez que vous avez été correctement informé? Je vous dis ça pourquoi? Parce que nous, quand on a été chez Nestlé dans les Vosges,
quand on était chez Nestlé, pardon, en Occitanie, ce qui nous a été dit, c'est même avec ce qui est en train de se passer, tout va bien. C'est une marque milliardaire, nous dit-on sur Perrier, des embauches en nombre. Je veux dire par là que, est-ce que vous avez l'impression que vous avez été informé correctement sur la situation économique du groupe Nestlé à ce moment-là, et que le risque qui était évoqué d'une aggravation du PSE avait été bien caractérisé, à votre sens? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, on a eu des remontées de la part des ministères, et pas que dans ce mail de la directrice de cabinet de Roland Lescure, des remontées sur le potentiel impact. Le premier, d'une certaine manière, à le faire, c'est le préfet des Vosges. Pour moi, c'est une donnée du problème, du dossier depuis le début. Parce que vous avez eu, à ce moment-là, vous aviez déjà une note ou quelque chose du préfet des Vosges qui permettait de caractériser ça? Oui, on a reçu, il y a un courrier de 8 juillet 2022 qui est adressé à la Première ministre, à son cabinet, à l'intérieur et à l'économie. On est preneur de ce courrier, s'il vous plaît. En revanche, que j'obtiens quelques jours après. Je ne l'ai pas... je ne crois pas l'avoir au moment où à Choose France. Il faudrait que je vois quand est-ce que je le reçois, mais voilà. Et où je peux vous le transmettre, bien sûr. Et donc voilà, dans lequel il pointe ce risque-là. Après, je pense que il y a dans Nestlé, il y a différentes branches. Moi, ce que je comprends, en tout cas, dans les interactions que j'ai et dans les remontées qu'on me fait avec Bercy, c'est que il y a des difficultés sur le marché des eaux en Europe, et notamment sur les marchés allemands et autrichiens, qui dépassent simplement la santé économique, globale du groupe Nestlé à ce moment-là. Très bien. Voilà. Okay. Je poursuis donc dans la chronologie. Donc à ce moment-là, nous, ce que nous notons, c'est que l'information du ministère de l'Industrie est centrée sur ces questions d'emploi, mais qu'elles ne nous semblent pas tellement caractérisées. Et puis les questions sanitaires ne sont pas présentes. En revanche, le 2 octobre, Isabelle Epaillard, directrice adjointe du cabinet santé, vous transmet ainsi qu'à Cédric Arcos une note blanche qui réaffirme les réticences du cabinet santé de septembre 2022 à l'égard de la microfiltration à 0,2 micron. Pourtant, le même jour, vous envoyez à Cédric Arcos une note pour le directeur de cabinet de la Première ministre, qui est datée du 27/09/2022, 27 septembre 2022, qui n'est pas sans ambiguïté, puisqu'elle précise que la microfiltration, dites-vous, renforce plutôt la sécurité sanitaire. Ce qui n'est pas exact si elle se substitue à des traitements interdits qui étaient là, eux aussi, pour garantir la sécurité sanitaire, et qui, par ailleurs, laisse penser qu'il y a bien un sujet de sécurité sanitaire. Ce que nous savons, c'est retirer des traitements interdits qui hygiénisent l'eau et ne pas les remplacer pose évidemment une question de sécurité sanitaire. Donc là, vous évoquez la question de la sécurité sanitaire. Un peu plus tard dans la journée, Cédric Arcos vous écrit: Hello Victor, je suis désolé pour la familiarité de propos. Gros changement de position de la santé sur notre affaire, car après vérification, jamais une décision de filtrage à 0,2 n'a été autorisée. Du coup, et parce qu'il pense qu'un tel filtrage modifie les propriétés bactériologiques de l'eau, il ne souhaite pas donner une telle autorisation. Manifestement, cette évolution vous contrarie un peu. Vous écrivez: je sens qu'on va perdre encore du temps et qu'ils vont engager des licenciements supplémentaires qu'ils vont nous mettre sur le dos. Donc là, vous êtes quand même très affirmatif sur... on sent que Nestlé vous a quand même mis sous pression, ou bien c'est vous-même qui faites une analyse de la situation. En tout cas, qu'aujourd'hui, voilà, je ne sais pas comment elle est étayée, mais c'est ce que vous mettez. Voilà, on a le sentiment voilà, qu'il y a eu cette menace sur l'emploi et d'une forme de capture. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, de capture réglementaire par l'industriel? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pourquoi vous étiez si affirmatif et on va encore perdre du temps? Il y a une forme d'agacement un petit peu dans la formule sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel état d'esprit vous étiez, vous, à ce moment-là? Alors déjà sur l'information, puisque vous dites que l'information qui m'est remontée n'est qu'une information essentiellement sur les volets économiques,
donc c'est pas tout, enfin, c'est Plus le pas 2 tout à fait, octobre. Ouais, voilà. c'est pas tout à fait le cas, puisque bon, bien évidemment, le cœur de la discussion, notamment dès le 21 juillet, c'est celui sur sur le risque sanitaire, et c'est la première question qui est posée à ce moment-là. Il y a le ministère de la Santé, enfin le cabinet du ministre de la Santé qui participe à cette réunion, et je me suis assuré qu'il allait bien y participer, puisqu'il y a des cabinets qui s'installent, et il s'avère que la directrice de cabinet du ministre de la Santé est une ancienne collègue de Matignon, donc je lui envoie un mail la veille pour m'assurer qu'elle l'a bien dans le viseur, et il y a en effet son directeur adjoint qui va participer le 21 juillet à cette réunion, dans laquelle il fait le point notamment sur les aspects sanitaires. Dans une note du 26 septembre 2022, qui est une note conjointe, à la fois l'industrie et le cabinet organisation territoriale et professions de santé, enfin les deux ministères délégués, nous font le point sur l'intégralité du dossier, c'est-à-dire à la fois sur la partie réglementaire, sur la partie sanitaire, sur la partie de la fraude et sur les actions proposées. La note à laquelle vous faites référence, enfin, c'est-à-dire le projet de note auquel vous faites référence et qui fait l'objet d'échanges entre Cédric Arcos et moi entre le 27 septembre et la date de la remontée, qui doit être le 6 octobre, à direction de cabinet, elle est faite sur la base de cette note conjointe signée par les conseillers de ces deux cabinets, et qui est une note conjointe. Je note que c'est une pratique qu'il faut souligner. C'est une note conjointe avec aussi mis en exergue, j'ai eu cette note entre les mains, un avis divergent du ministère de la Santé qui est exposé au sein de la note. Donc c'est une note conjointe, mais qui dit deux choses différentes, si vous voulez. Donc c'est pas une note conjointe, mais non partagée sur les conclusions. Oui. Excusez-moi. La ligne, les propositions. Sur la microfiltration, il y a un écart entre ce qui est dit par la partie santé et la partie industrie. Autoriser le groupe Nestlé Waters à utiliser une technique de filtration à 0,2 microns sous couvert de la transmission d'une preuve de la qualité microbiologique des ressources, d'une preuve de non-impact de cette filtration sur les paramètres microbiologiques. Ce sont les recommandations de la note qui est signée des deux cabinets. En revanche, ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est que dans l'échange, au moment où on est en train d'échanger avec Cédric Arcos sur la rédaction de la note que nous ferons remonter à Aurélien Rousseau et la direction de cabinet en général, et qui est faite sur la base, qu'on commence à préparer sur la base de cette note, c'est qu'il me transmet, il me fait valoir quelques jours dans l'intervalle, que le ministère de la Santé, le cabinet santé en tout cas, semble avoir changé de position entre cette note conjointe qui fait une recommandation commune sur ce sujet-là. Vous dites qu'il y a eu donc un changement de pied du ministère de la Santé. C'est même d'ailleurs Cédric Arcos qui le dit dans son message, puisqu'il me dit gros changement de position. D'accord. Donc à ce moment-là... Et donc là, pour vous, c'est un changement de position, parce que pour M. Salomon, il a toujours eu la même position. Donc c'est un changement de position cabinet. Alors moi, je n'ai jamais parlé avec la Direction Générale de la Santé. D'accord. Je n'ai jamais eu de contact avec l'ARS, je n'ai jamais eu de contact avec la Direction Générale de la Santé. Les seules interactions, les interactions que j'ai eues à la Santé, c'est la plupart du temps par l'intermédiaire de Cédric Arcos, et j'ai vu le cabinet de la ministre déléguée à la Santé lors des points de suivi qu'on a fait. Il y en a eu un le 1er décembre, il y en a un autre, et il y a la réunion du 16 février. Donc moi, je suis parfois en copie de mails qu'on a entre nous, et puis d'ailleurs la note, il nous l'adresse, la note du 26 septembre, elle nous adressée, et ils sont en copie, le conseiller est en copie. Après, le reste du temps, c'est Cédric Arcos qui fait, d'ailleurs, la note dont vous nous parlez, elle est adressée à Cédric Arcos, et c'est Cédric Arcos qui me la transmet. Elle ne nous est pas adressée à nous deux comme étant la position du ministère de la Santé. D'accord. Bon, malgré tout, il semble que vous ayez quand même conscience que l'avis du ministère de la Santé n'est pas tout à fait celui-là, puisque dans le siège, vous écrivez « Sachant que l'industrie me dit que le ministère de la Santé », je suis avant le 3 octobre et avant la deuxième note, l'industrie me dit que le ministère de la Santé n'écrira jamais qu'ils soutiennent, mais qu'ils ne sont pas complètement opposés au fond. Je ne sais pas si c'est de l'enfumage ou bien si c'est crédible. Tu les as eus au tel. Bon, ça, c'est l'échange que vous pouvez avoir avec eux. Déjà, qui à l'industrie vous dit ça La conseillère en charge, Mathilde Bouchardon. Mathilde Bouchardon, très bien.
Merci. Sachant que, en fait, ce que je soupçonne à ce moment-là, c'est que la santé a fait remonter, enfin voilà, que l'industrie n'est pas au courant. Ils ont fait une note conjointe et 2 jours après, ils font une note sur le même sujet qui émet un avis qui est différent, mais sans l'industrie. Et donc en fait... Alors, expliquez-moi ça. Comment il peut y avoir une note conjointe des ministères et quelques jours plus tard, une note santé qui dit le contraire de ce qu'une note conjointe dit? Ça, je ne peux pas vous l'expliquer. D'accord. Moi, je reçois l'information et c'est un peu ça qui marque votre énervement, c'est ça que vous voulez dire, je sais votre pas, agacement. non, mais c'est pas ça. Oui, après ça arrive, ça m'est arrivé plein de fois. D'avoir 2 notes contradictoires du même ministère et du même cabinet. Ça peut arriver dans un intervalle aussi court et après avoir fait une note conjointe, c'est rare, mais bon, ça peut arriver. Il peut y avoir des informations supplémentaires qui arrivent à ce moment-là, des discussions internes. Est-ce que vous avez discuté avec eux des raisons pour lesquelles donc vous retrouvez dans cette situation, mais vous ne savez pas en fait ce qui s'est exactement passé au ministère de la Santé? Je laisse mon collègue Cédric Arcos avoir les interactions avec eux. D'accord, donc c'est du côté de M. Arcos que vous pensez qu'on pourrait avoir la réponse à ces questions? Probablement. D'accord. En tout cas, nous tenons compte de ces nouveaux éléments, puisque nous amendons la note pour tenir compte et refléter dans nos orientations des écarts de position. Donc par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure sur le fait que ce n'était pas un arbitrage contraire du ministère de la Santé, vous êtes d'accord qu'il y a une position divergente des 2 ministères? À ce moment-là. Et vous pensez, et donc vous nous dites qu'après, les choses se reconstituent? Complètement. Okay. Alors le 3 octobre 2022, progressons un peu, Cédric Arcos vous écrit: j'étais justement au Mans avec le CAP Santé aujourd'hui pour le lancement du CNR Santé. Écoute, il pense vraiment que quelque chose n'est pas clair dans l'attitude de l'industriel qui couplait un traitement UV plus charbon avec un filtrage H02, parce que le 02 était déjà en place au moment de la fraude initiale. Du coup, il pense qu'à minima, il faut que l'industriel donne tous les éléments à l'ARS et que des contrôles soient réalisés pour s'assurer que les propriétés bactériologiques de l'eau sont bien intactes. Et pourtant, la dernière version de la note de synthèse transmise par vos soins au directeur du cabinet de la Première ministre, M. Rousseau, préconise de solliciter d'ici début novembre l'avis des ARS et des préfets quant aux éventuelles dérogations pouvant être accordées dès lors qu'il est constaté qu'il n'y a pas de changement de la qualité microbiologique de l'eau entre l'amont et l'aval du traitement. Comment vous expliquez cette différence d'approche en sachant que finalement les ARS vont être tenus écartés des contrôles assez longtemps, puisque les contrôles ne sont réalisés qu'en novembre 2022, dans un délai de temps beaucoup plus lointain. Comment vous expliquez cet écart entre les différents propos? Ça me paraît pas, je trouve pas ça contradictoire. En fait, au contraire, nous, en fait, toutes les informations qui sont, en fait, Cédric Arcos reprend la note, on la co-signe complètement, donc j'assume complètement ce qui est écrit dans cette note, mais en tenant compte de ces éléments-là. Et c'est en fait quand il me dit dans cet échange de mails qu'il demande d'avoir de l'information, qu'il faut de l'information supplémentaire pour pouvoir se prononcer, c'est ce que nous demandons. C'est demander à l'industriel de fournir sous 1 mois aux ARS concernées toutes les données permettant d'évaluer l'effet des mesures mises en place et notamment du filtrage à 0,2 sur la qualité microbiologique de l'eau. Solliciter l'avis des ARS, des préfets quant aux éventuelles dérogations qui pourraient être accordées. Donc, de fait, ce que demande ce que ces orientations font à ce moment-là, c'est de bien rappeler qu'il faut cesser les traitements interdits et de lancer une forme d'analyse un peu plus poussée qui manifestement n'a pas été faite avant, et donc il faut avancer sur ce sujet. Et elle ne tranche pas d'ailleurs sur le sujet de la microfiltration. D'ailleurs, on le dit, sur ces bases, la question de donner suite à la demande de filtrage à 0,2, qui est la demande de Nestlé à ce moment-là, pourra alors se poser. Et d'ailleurs, notons qu'à l'heure où nous parlons, Nestlé n'a toujours pas apporté la preuve que la microfiltration à 0,2 microns n'entraînait pas une modification des caractéristiques microbiologiques de l'eau. Je note quand même ce point-là, alors qu'ils sont aujourd'hui mis en place. Je note aussi que la version précédente de la note, parce qu'on a 2 versions de la note dans la documentation, disait un peu l'inverse de la préconisation, en tout état de cause, ne pas donner suite à la demande de filtrage à 0,2 afin de ne pas créer de précédent hors de tout cadre légal. C'est ça qui avait écrit dans la version précédente de la note. Donc vous êtes passé de cette version
à une version qui consistait à dire que Nestlé fasse la preuve auprès des autorités de proximité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé de cette version à celle-là? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a emporté la décision de passer de « on ne peut pas le faire, ce serait en dehors de tout cadre légal » à « on va demander aux ARS de regarder comment les choses se sont passées ». Je saurais pas vous dire ce qui à ce moment-là. Enfin voilà, c'est des échanges sur la base d'une note. Enfin c'est assez courant dans les échanges de notes qu'on fait conjointement. Et moi, ce que je note là-dessus, c'est que il n'y a pas d'avis divergent entre nous deux. C'est-à-dire que ça arrive d'avoir des notes, surtout si on a des avis différenciés entre les ministères. La pratique un peu facile, c'est de dire, bon, votre conseiller santé préconise ça et votre conseiller participation préconise ça. Et donc en fait, moi là, ce que je constate, et je saurais pas vous redire. C'est pas la divergence, moi le sujet qui m'intéresse, c'est le changement de pied complet sur la préconisation de sortie, de dire entre on peut pas le faire, ce serait en dehors du cadre légal et on peut le faire en demandant aux ARS s'il y a une vérification que le microbisme de l'eau, vérification qui n'est pas faite aujourd'hui, n'est pas atteint. Il y a quand même une différence substantielle de préconisation, vous êtes d'accord? Donc la question, c'est comment on passe de l'un à l'autre. C'est ça, moi, ma question. Je ne saurais pas vous dire. D'accord. Merci. Dans la note au directeur de cabinet de la Première ministre que vous co-signez avec votre collègue M. Arcos le 6 octobre, vous rappelez les développements précédents du dossier avant d'en arriver à la question de la microfiltration à 0,2 microns. Et vous résumez ainsi la position des ministères. Si le ministère de l'Industrie est sensible aux difficultés économiques rencontrées par les sites de Nestlé dans les Vosges et dans le Gard, dès lors qu'aucun risque pour la santé n'a été identifié, le ministère délégué à l'organisation territoriale du système de santé considère pour sa part qu'une autorisation de filtration à 0,2 microns ne saurait être autorisée en l'état des données fournies par l'industriel et qu'elle constituerait par ailleurs un précédent national qui ne serait pas sans effet collatéral. En conséquence, vous préconisez de demander à l'industriel de fournir sous un mois aux ARS concernés toutes les données permettant d'évaluer l'effet des mesures mises en place, notamment du filtrage à 0,2 microns sur la qualité de l'eau. Le 13 octobre, vous faites part à Cédric Arcos des orientations que vous souhaitez transmettre au ministère suite à la note au directeur de cabinet du Premier ministre. Merci de demander à l'industriel de fournir sous un mois aux ARS concernés toutes les données permettant d'évaluer l'effet des mesures mises en place et notamment du filtrage à 0,2 microns sur la qualité de l'eau. Et moi, ma question, c'est pourtant, il ne se passe rien de ce point de vue-là. C'est-à-dire que cette préconisation, elle semble, pour le coup, frapper au coin. Enfin, ça me semble être une bonne préconisation de voir si, dans les faits, ce que vous raconte Nestlé est du lard ou du cochon. Et en fait, il ne se passe rien de ce point de vue-là, sauf si vous m'indiquez que vous avez eu des preuves apportées par les ARS sur la question du microbisme. Donc là, vous avez en effet, pour moi, vous êtes au clair sur le fait qu'il faut savoir si oui ou non ça modifie le microbisme de l'eau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une activation de la décision publique qui va au bout pour vérifier ça ou pas? Nous, à ce moment-là, on transmet, quand on a un retour de la note et la validation sur les orientations qu'on a proposées, on transmet ces éléments-là au ministère. Donc c'est un mail qui doit partir de la boîte de Cédric Arcos, mais que nous co-signons, et qui reprend globalement ces différentes orientations. Et ensuite, charge au ministère de les mettre en œuvre en lien avec les ARS et de s'assurer que tout cela est bien fait. Et moi, donc, je n'ai pas de remontée à ce moment-là. Le point de situation suivant qu'on fait sur le dossier, c'est une réunion qui a lieu le 1er décembre. D'accord. Mais donc, en fait, vous ne savez pas si les choses sont activées. Vous dites ça, c'est côté ministère de la Santé. Ce qu'on sait, nous... Oui. Oui, je vous en prie. Ministère de la Santé, ministère de l'Industrie, ARS, en tout cas, nous, à ce moment-là... Pour le filtrage à 0,2 et la vérification microbiologique, on est quand même côté ministère... Vous êtes d'accord avec moi? On est côté ministère de la Santé. Ce glissement, moi, ce que je le trouve d'autant plus étonnant que dans une note du 8 novembre de la directrice générale de l'ARS Grand Est, qui vous est transmise, il est clairement indiqué que si la filtration à 0,2 microns n'enlève pas tous les micro-organismes, la flore microbienne est indéniablement fortement diminuée. Il s'agirait donc bien d'une désinfection, ce qui n'est pas autorisé. Donc ça, c'est ce qui vous est rapporté par... En fait, il y a une réponse qui vous est apportée par l'ARS Grand Est à la question que vous vous posez. Et alors, est-ce que ces révélations-là, elles ébranlent pas ce que vous vouliez, semble-t-il, jusque-là, c'est-à-dire l'autorisation des 0,2 microns? Est-ce que ça, c'est pas de nature, vu que vous posez la bonne question, on vous apporte une réponse, mais on a l'impression que ça change rien
votre détermination à faire adopter les 0,2 microns. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Moi, j'ai aucune détermination à faire adopter le 0,2 micron. Bon, alors, en tout cas, disons que pardon, je le reformule. Pourquoi on adopte le 0,2 micron à partir du moment où l'ARS vous dit que ça modifie la caractéristique microbiologique de l'eau? Alors, je me permets de vous dire, nous n'autorisons pas le 0,2 micron. C'est pas ce qu'il y a dans le bleu. Et on est entre octobre et février. D'accord. Et donc, dans le bleu, nous sommes d'accord qu'il y a la possibilité de descendre sous 0,8 et de valider un plan de transformation dans lequel il est écrit 0,2 micron. Moi, je ne voudrais pas qu'on joue sur les mots entre nous. Dans le plan de transformation de Nestlé, il y a le 0,2 micron et le bleu valide le plan de transformation de Nestlé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, le bleu ne valide pas le plan de transformation de Nestlé. Il donne la main à la préfecture et aux ARS. Écoutez, j'ai pas la citation exacte sous les yeux, mais enfin pour Nestlé, si vous voulez, quand on discute avec les uns et les autres, il est évident pour tout le monde que le bleu, quand on discute avec les ARS, quand on discute avec tous les acteurs publics, il est évident que le bleu donne un go à Nestlé Waters, c'est-à-dire qu'il pose question d'ailleurs sur l'égalité des armes entre les uns et les autres, donne un go sur le plan de transformation de Nestlé. Je ne sais pas si je peux avoir le bleu dans la main, mais le bleu autorise, en tout cas, permet à Nestlé de réaliser son plan de transformation. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir citer ça. Je sais où sont les conclusions, c'est à la fin. Je peux... confirme la possibilité d'autoriser par modification d'arrêtés préfectoraux la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8. Voilà. Et l'autorisation de microfiltration évoquée ci-dessous est de définir une démarche d'accompagnement et de contrôle de la qualité de l'eau aux différentes émergences dans le cadre du plan de transformation du site prévu par l'industriel Nestlé Waters. Donc, je repose ma question. Pourquoi le fait que l'ARS Grand Est vous dise à 0,2, ça modifie le microdisme de l'eau, et donc c'est contraire à la directive, ne vous fait pas bouger sur sur la décision finale qui sera prise. En tout cas, dans les échanges qu'on a ultérieurs, vous ne semblez pas bouger sur la ligne qui est de dire le 0,2 est possible. À ce moment-là, enfin, si on est toujours au mois d'octobre, on reste sur, en tout cas, une évaluation qui doit être faite et qui doit nous permettre à un moment de se poser la question de savoir si le 0,2 doit être autorisé. La note, pour être tout à fait honnête, la note de l'ARS qui m'est transmise à ce moment-là, je ne sais pas quel est le traitement que j'en fais, mais en tout cas, à ce moment-là, nous, on a donné nos orientations au ministère et on attend un retour de leur part et qu'ils nous disent à un moment ce qui a été fait et voilà, enfin comment, on a remis, enfin c'est à eux de traiter ce sujet. Les ministères en lien avec les acteurs locaux à ce moment-là. Oui, mais vous, pour prendre la décision en CID, je veux bien qu'on attende, c'est en attendant Godot, la question de la microfiltration, si elle modifie le microbisme de l'eau, puisqu'on n'y est toujours pas aujourd'hui. Mais pour prendre la décision en CID, vous avez bien besoin, vous-même l'écrivez dans les mails précédents, de savoir si ça modifie le microbisme de l'eau. Sinon, vous savez que vous prenez une décision illégale ou au contraire à la réglementation. Donc, le seul élément tangible que vous avez, c'est votre ARS qui vous dit c'est non conforme. Et pour autant, vous décidez, au moment de cet arbitrage, de valider le 0,2 micron. Vous voyez le problème quand même que j'évoque? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, je peux vous dire comment est-ce que la décision a été prise à ce moment-là. Donc, 3 mois et demi après, on se retrouve au mois de février. On fait une réunion, point de suivi sur ce dossier, durant lesquels les ministères nous expriment une position conjointe, dans lequel il n'y a pas d'avis divergent et sur lesquels ils sont d'accord sur les termes qui seront repris ensuite dans le bleu. Donc, le compte-rendu de cette réunion du 16 février, le compte-rendu, il est rédigé par la directrice de cabinet de la ministre déléguée à la Santé. Le compte-rendu de cette réunion du 16 février, il est rédigé par la directrice de cabinet de la ministre déléguée à la Santé. Il est très légèrement amendé par mon collègue Cédric Arcos sur la question de la microfiltration inférieure à 0,8, car il précise, et je pense que c'est quelque chose que nous avons en tête à ce moment-là, que
compte tenu de ce qu'on constate dans d'autres pays européens et compte tenu d'arrêtés préfectoraux qui autorisent la pratique d'une microfiltration inférieure à 0,8, enfin, voilà, c'est la décision qui est retenue à ce moment-là. Les ministères, en réaction à ce compte-rendu, nous demandent de le bleuir. Ce qu'on voit comme une forme de clarification compte tenu de la sensibilité du dossier et donc ce qu'on accepte de faire. Transformer ce compte-rendu dont manifestement ils considèrent que la portée, et sur lequel ils sont d'accord en séance et d'accord sur le compte-rendu. Donc ils considèrent a priori que la portée n'est pas suffisante compte tenu de la sensibilité du dossier, nous demande de le bleuir, ce que nous faisons sous la forme d'une concertation interministérielle dématérialisée, donc qui en gros consiste par le secrétariat général du gouvernement à solliciter les ministères sur la base d'un texte qui est peu ou prou, même s'il y a quelques modifications, celui qu'on retrouvera dans le bleu et qui est soumis au ministère. Il y a des amendements de la part du ministère de la Santé, et notamment de la direction de cabinet du ministre de la Santé. Donc c'est Carole Bousquet-Bérard qui répond à cette CID. D'ailleurs, je tiens à préciser que la formulation, dans le cadre du plan de transformation du site prévu par l'industriel Nestlé Waters, c'est un amendement qui est fait par le ministère de la Santé. Et le ministère de l'Industrie, en réaction, déclare qu'il est d'accord avec cette version, et nous, on valide. Donc je ne minimise pas du tout la responsabilité, puisqu'en plus il y a mon nom sur le bleu, et oui, voilà, je sais la portée d'un bleu, mais on le fait dans une démarche 3 mois et demi après la rédaction de la note qu'on a faite remontée à Aurélien Rousseau, à la direction de cabinet, et qu'on a transmise ensuite au ministère, sur la base d'une nouvelle discussion que nous avons entre nous le 16 février, et sur lequel les ministères sont absolument alignés sur ce qu'il faut recommander et ce qu'il faut faire. Et donc, quand vous dites ce que vous appelez les ministères, c'est les cabinets délégués D'accord. industrie, cabinets délégués santé. Donc tout ça était une affaire de cabinet, décidée au niveau des cabinets, oui. Et alors même que l'ARS vous dit ceci est non conforme, ceci modifie la pureté originelle de l'eau, et que vous vous appuyez sur des décisions, sur des remontées sur les effets économiques qui sont que ceux de Nestlé Waters et peut-être, vous m'avez dit, une note du préfet, vous décidez en conscience de valider un plan de transformation qui est contraire à la réglementation européenne et pour lequel vous savez qu'il y a un risque de contentieux européen. Nous sommes d'accord ? Je ne partage pas cette analyse. Sur le risque de contentieux européen ? Parce que c'est la Commission ensuite qui, dans un audit, est venue dire que la décision qui avait été prise n'était pas conforme à la directive et que le contrôle était lacunaire en France. Juste sur quel point vous ne partagez pas ce que je viens de dire ? Mais je ne partage pas le fait qu'il y aurait eu une version, notamment celle sur l'impact économique par rapport à l'impact sanitaire ou à la partie sanitaire, qui aurait primé. À ce moment-là, ce n'est pas du tout ce qui est exprimé en... Je vous dis que la position du... Enfin, en tout cas, nous, on apprend quelque chose avec vous qui est utile pour nous. C'est que moi, en effet, je vous le dis, je n'avais pas en tête le fait que le CAB Santé avait endossé, et on leur posera la question, parce que c'est un point très important pour nous, la décision, puisque quelques jours avant, je crois peut-être même la veille, il y a une note de Jérôme Salomon qui refait le point pour dire à quel point il est opposé à tout ça. Donc, je n'avais pas en tête que je n'ai pas eu, et je vous crois bien volontiers. Et donc, en fait, pour moi, ça veut signifier que le CAB Santé a contre-arbitré le directeur général de la Santé, et donc ça me pose aussi de nouvelles questions, puisque je n'avais pas ça en tête. Je pensais vraiment qu'on était dans le cadre, et merci d'éclairer ce point-là, d'un désaccord entre deux cabinets qui s'opposaient. Donc, merci de le préciser. Et on pourra le demander aussi à la ministre de l'époque, pourquoi elle a choisi de suivre son cabinet plutôt que la direction générale de la Santé, ou pourquoi elle a pris cette décision contre son directeur général de la Santé. Moi, je vous en prie, allez-y, madame. Juste peut-être une précision supplémentaire en ce qui concerne ce qui précède la CID de février 2023. Au mois de janvier 2023, vous prenez connaissance de l'avis de l'ANSES concernant la question de la microfiltration à 0,2. Et celui-ci indique clairement,
entre guillemets, deux points ouvrez les guillemets, l'utilisation de dispositifs de filtration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,8 microns est présentée par les industriels comme permettant d'assurer la sécurité sanitaire de l'eau embouteillée sans qu'aucun élément de preuve ne soit apporté en support à cette affirmation, et qu'une microfiltration à 0,2 microns constitue une action assimilable à une désinfection. Donc vous avez eu vous avez eu connaissance de l'avis de l'ANSES, et comment vous avez réagi à la lecture de cet avis qui vient contrer ou en contradiction des arguments de Nestlé Waters? Alors, la manière dont moi je perçois cet avis, déjà, c'est que l'interprétation que j'en fais, c'est qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux avec le cadre interprétatif ou on va dire réglementaire, mais comme il n'y a pas de règles, je n'utilise pas vraiment ce terme, mais en tout cas, ce cadre-là, il n'y a pas d'éléments nouveaux et cet avis-là, la manière dont je le comprends et dont je me le fais traduire d'une certaine manière aussi par les autorités de la santé sur lesquelles je me repose pour l'interprétation et pour les interactions avec l'avis de l'ANSES, c'est qu'il n'y a pas qu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à l'avis de l'AFSA de 2001. C'est comme ça, en tout cas, moi, que je le reçois à ce moment-là. Mais c'est une preuve supplémentaire que cette microfiltration est une action assimilable quand même à une désinfection. En tout cas, moi, nous, l'état dans lequel et les éléments qu'on a, et moi, la manière dont je perçois tout ce dossier et les différentes réflexions sur ce sujet de la microfiltration, où j'assume pleinement ce qu'on a fait, je m'en remets quand même beaucoup à ce qu'on me dit côté santé. Je n'invente pas... Cette microfiltration qu'un Bleu de Matignon ait à se prononcer dessus montre bien tout le flou juridique qui entoure quand même ce cadre et ces éléments. Donc, je me permets juste un point là-dessus parce que je pense que c'est important. Le flou juridique, quand même, lorsque la décision se matérialise le 17 février, vous rencontrez, vous arrivez à une forme de conclusion. Dans la documentation qui nous est passée des suites de cet échange, il est dit, dans une note en PJ, quelle que soit l'option retenue, elle présentera un risque contentieux élevé dès lors que l'initiative française ne demeurera pas secrète. Point. Ça, il y a écrit ça dans cette note. Donc, dans une note de qui? Alors, c'est en PJ d'un compte rendu qui est fait, d'un relevé de décision, pardon, c'est en pièce jointe d'un mail qui fait le relevé de décision de la décision du 17 février, et dont du 16 février, pardon, voilà, et qui est en date du 17 février. Et donc, il est dit explicitement, quelle que soit l'option retenue, elle présentera un risque contentieux élevé dès lors que l'initiative française ne demeurera pas secrète. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une connaissance partagée du fait qu'on est en dehors des clous. Ce que vous a déjà dit les ARS, ce qui vous est redit ici dans le cadre d'une note, vous voyez bien qu'il y a un problème à ce niveau-là. Le sujet du risque de contentieux au niveau européen, je veux dire, nous, le dernier point... Mais il y a quand même une note qui dit qu'il faut tenir secret la décision, quoi. Je veux dire, il y a quand même une petite question quand même de ce point de vue, vous ne trouvez pas? Ça vous semble normal de dire il faut que la décision que nous prenons doit être tenue secrète parce qu'il y a un risque de contentieux européen? Ça vous semble normal d'un point de vue du fonctionnement de l'État de dire cela? J'avais plus en tête cette note et ce qu'il y a dans cette note. Moi, ce que je vois quand même, ce qu'on met dans le bleu, c'est qu'on demande au SGAE de conduire une analyse de la situation de la microfiltration et des pratiques existantes avant d'envisager de solliciter la Commission pour une évolution de la réglementation communautaire ou en vue d'une saisine de l'EFSA. Qui était la recommandation des ministères et sur lequel il n'y a pas de volonté de ne pas cacher cela au niveau européen, puisque le consensus, l'analyse conjointe en tout cas à ce moment-là, c'est qu'il y a un flou sur la norme européenne et que, a fortiori, elle est appliquée par les États membres de manière assez divergente. Et on peut, c'est soulevé par plusieurs. Et donc, de fait,
le fait qu'il y ait eu des applications, assez différentes montre bien qu'il faut au moins qu'on puisse clarifier ce point au niveau européen. Donc, moi, on n'a aucune difficulté à dire qu'il faut avoir sollicité au niveau européen, en tout cas, au moins une réflexion sur ce sujet pour se dire quel est le bon niveau de normes. Ça fait des... Enfin, alors, moi, ce sujet, on le voit de manière assez ponctuelle, le 16 février, le 1er décembre. Donc là, ça fait une sorte de continuum où on aurait parlé ou pensé que de ça, enfin, parlé que de ce dossier, mais enfin, il s'intègre dans une vie administrative et de cabinet sur d'autres sujets. Mais en tout cas, si on en arrive à faire un bleu à ce moment-là, c'est en tout cas de ma compréhension du dossier, c'est bien sur ce flou d'interprétation. À notre connaissance, il n'y a pas d'État européen dans lequel le 0,2 est autorisé. Et ce qui a été dit, il y a un avis de l'ANSES qui est plutôt clair pour le cas français. Donc voilà. Moi, je voudrais juste vous poser une dernière question après, parce que mes collègues, évidemment, ont aussi beaucoup de questions à vous poser. Une dernière question. Ce qui m'étonne beaucoup dans ce dossier, en reprenant en fait le fil à la fois de la discussion qui se noue depuis 2021, c'est qu'il y a un grand absent, c'est les droits du consommateur. À aucun moment, la question du fait que des gens payent de l'eau 120 fois le prix du robinet est évoquée par vous. À aucun moment, la question des droits... D'ailleurs, vous disiez que Matignon est le lieu de l'interministériel. Où est le Cap Conso? Vous voyez? Et on a vraiment l'impression qu'il y a un grand absent dans la pièce, c'est ces gens qui ont acheté des millions de bouteilles d'eau en pensant acheter de l'eau minérale naturelle et qui n'achetaient pas de l'eau minérale naturelle. Voilà, c'est juste ma remarque finale peut-être, c'est je trouve que c'est totalement absent de la discussion et je pense qu'il aurait été de bonne loi de mettre le Cap Santé quand même aussi au cœur de ces discussions. Vous parlez du Cap Consommation. Le Cap Consommation. Alors le Cap Consommation, la personne en charge de la consommation est invitée à la réunion du 21 juillet. Il est dans la boucle de la CID du 16 février. Après, c'est une pratique. Il valide lui aussi la CID. Il est réputé comme l'ayant validé, oui. D'accord. En tout cas, il est présent dans le compte rendu de la CID. Et je tiens à dire sur ce point qu'il est assez classique dans le traitement des dossiers, compte tenu du nombre de personnes qui sont en cabinet, que quand une partie d'un ministère prend le lead sur un dossier... Dans le raisonnement même, vous voyez bien que le consommateur est absent de la discussion. À aucun moment, il est écrit, tiens, quand même, on est en train de... Il y a un problème dans ce qui a été vendu et ce qui continue de l'être, d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il y ait un retrait des traitements aux gens, et ils ont le droit de le savoir. À aucun moment, cette pensée semble habiter qui que ce soit. C'est ça qui est un peu surprenant, vu de l'extérieur. Je comprends qu'on soit dans les logiques d'emploi et sanitaire, mais il y a quand même aussi, c'est aussi un sujet de cette commission, plusieurs fois on nous a dit, mais bon, on a compris que c'était un sujet consommateur, on s'en est pas trop occupé. Ça me semble quand même compliqué. Voilà. De ce point de vue-là, je trouve que c'est un point assez saillant des échanges, l'absence du consommateur. Il est en tout cas, ces droits, ils sont fait valoir dans le cadre de la saisine, du procureur sur la base des pratiques frauduleuses qui ont été mises en œuvre. Enfin, nous, quelques jours après qu'on prenne connaissance de ce dossier... Le procureur, encore une fois, n'a jamais été saisi par quiconque. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre qu'une ARS, en bout de chaîne, alors que la décision était connue depuis juillet 2021 au cabinet du ministère de l'Industrie, il a fallu attendre qu'une ARS dans le Grand Est finisse par dire « non, on ne peut pas laisser les choses en état ». C'est comme ça que ça s'est passé. En Occitanie, il a fallu attendre qu'une association, Foodwatch, dépose une plainte pour que, enfin, en janvier 2025, les choses soient instruites. Donc, vous ne pouvez pas me dire le sujet du consommateur, il a été réglé par la question judiciaire. Franchement, là, pour le coup, on est très loin de la réalité et j'ai envie de dire du ballon parce que, franchement, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, moi, je reviendrai sur la norme européenne puisque vous nous avez parlé de flou juridique. Et est-ce que vous avez... connaissance de la note du secrétariat général des affaires européennes sur les différentes pratiques des autres États membres concernant la microfiltration? Non, je n'en ai pas connaissance. D'accord. Donc, il est difficile, oui, de porter un regard.
Alors, je vais laisser la parole aux autres membres. Enfin, on la demande. Voilà, elle n'est jamais arrivée, cette note. Peut-être, mais pas à moi en tout cas. D'accord. Merci. Donc, je laisse la parole aux autres membres de la commission et Madame Gull a une question. À vous. Alors, je vous salue, Monsieur Blond. Nous avons déjà eu l'occasion de faire cet exercice, mais nous nous en apprenons quand même tous les jours. Donc, moi, j'ai une question. Quelles sont les pressions que vous avez subies au cours de l'instruction de ce dossier pour pouvoir influencer votre décision vers celle qui a été prise? Aucune pression. Très bien. Je vous remercie. J'ai une deuxième question. Vous avez évoqué à plusieurs reprises M. Rousseau, alors directeur de cabinet de la Première ministre. À combien d'occasions avez-vous vu ou avez-vous écrit sur ce sujet à M. Rousseau? Était-ce très régulier? Avez-vous eu des réunions? Était-ce très clair que vous aviez une affaire Nestlé en cours? Alors, comme je l'ai dit, il y a une remontée après la réunion du 21 juillet dans le cadre du suivi des dossiers du pôle économie à Matignon qui est faite et adressée à la direction de cabinet à ce moment-là. Et ensuite, il y a la note du 6 octobre 2022 qui est remontée et sur laquelle on a une annotation, sur laquelle il nous fait un retour validant ces orientations, dans lequel on lui présente l'intégralité des éléments du dossier tels qu'on les a à date. C'est un retour par mail? C'est un retour écrit et scanné selon la pratique que vous avez envoyé. Alors moi je n'ai rien envoyé, mais je pense que les personnes en charge des archives mail de Matignon ont dû les transmettre. Enfin, si ce n'est pas le cas, je n'ai aucun souci à vous les transmettre, bien sûr. Si vous pouvez demander à avoir ce document, qui est en fait l'avis de M. Rousseau suite à la note qui a été faite. Il est en notre possession. Je vous remercie. Ah, il est d'accord. Je vous remercie. Comme je ne sais pas s'il vous avait été envoyé, je pense qu'il sera utile. Très bien. Alors, je vous remercie et j'ai une troisième très courte. Donc, c'est quand même très, très surprenant ce que vous dites quand même sur la réglementation européenne, parce qu'en fait, la réglementation européenne, si elle mérite un peu d'être précisée, et ça, je veux bien, de manière à ce que vous ne puissiez pas continuer à dire ça, elle est quand même très, très claire. Personne ne fait du 0,2. Tout le monde sait qu'en gros, entre 0,8 et 0,4, c'est admis, mais ça doit avoir comme justification d'extraire des minéraux et rien d'autre, et pas de changer la qualité microbiologique de l'eau, et qu'en dessous de 0,4, eh bien, il y a vraiment un vrai risque de changement de la qualité. Donc si nous qui ne sommes pas, qui avons travaillé sur le dossier, j'allais dire quelques mois, au bout de quelques semaines, on était très au clair sur ce qu'était la réglementation, j'ai du mal à comprendre qu'encore plusieurs années après, vous dites qu'il y a un flou autour de la réglementation. J'ai l'impression que ce flou arrange bien tous ceux qui ont pris que ce flou que vous émettez comme tel arrange bien tous ceux qui ont pris des décisions contraires à cette réglementation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je réitère que je comprends tout à fait ce que vous dites, et d'ailleurs vous avez travaillé sur ce sujet plus longtemps que moi dans le cadre de votre mission d'information. En tout cas, nous, la manière dont on perçoit le sujet à ce moment-là, c'est qu'il y a un flou entre le 0,2 et le 0,8, sous réserve bien sûr que la microfiltration ne soit mise en place qu'à des fins technologiques. Ce sont les éléments qui nous sont remontés. Et donc, nous autorisons dans le bleu à descendre en dessous et à prendre des arrêtés allant en dessous de 0,8. Et je le dis d'autant plus, puisque ça a été quelque chose dont on a tenu compte dans la décision, alors qu'il y a des arrêtés en France à ce moment-là, c'est ce qu'on nous dit à ce moment-là, qui autorise de la microfiltration inférieure à 0,8. Oui, c'est le cas, mais pas pour cette raison. Moi, c'est pas ça qui me gêne, c'est que dans votre document, vous écrivez, alors inférieur à 0,8, c'est quand même assez
c'est pas très précis, inférieur à 0,8, parce que ça pourrait être 0,7, ça pourrait être 0,4, ce qui serait, j'allais dire, accepté dans le cadre d'une eau minérale naturelle. Ce qui est plus gênant, c'est que vous écrivez plan de transformation, parce que le 0,8, vous l'écrivez sur les Vosges, si ma mémoire est bonne, et sur le Gard, vous écrivez, en gros, veillez à mettre en œuvre le plan de transformation. Et c'est dans le plan de transformation qu'il y a le 0,2. C'est-à-dire que c'est quand même un peu caché dans votre décision, le 0,2. C'est pas aussi clair que ce que vous voulez dire. Tout comme il faut garder secret toute une série de choses, il faut aussi garder secret le fait que c'est dans le plan de transformation qu'on va aller trouver le 0,2. Donc si on ne s'intéresse pas au plan de transformation de près, on ne voit pas en fait que vous autorisez le 0,2. Alors, sur ce point-là, vous dites que c'est flou, que c'est pas très précis le 0,8, ce qu'on dit dans le bleu. Oui, mais on n'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'à Matignon, dans un bleu, c'est ce que j'ai dit dans mon propos liminaire, on aurait été bien incapable de fixer à 0,45, 0,40, à 0,3, 0,7, ce qui devait être la bonne norme. Et donc c'est pour ça qu'on renvoie vers l'autorité quand même qui est compétente à fixer le bon niveau après avis des ARS, puisque c'est quand même ça, c'est quand même à ce niveau-là qu'est la compétence en la matière. Ensuite, ce que vous dites sur le fait que le 0,2 serait caché dans le bleu et mentionné dans le plan de transformation, je vais vous dire exactement, j'assume ce qu'il y a dedans, je vais vous dire exactement ce que nous avions soumis au SGG et ce qui a été soumis à la concertation interministérielle dématérialisée. Concernant le site de Vergès, le cabinet de la Première ministre valide la démarche d'accompagnement et de contrôle proposée par la préfète du Gard et les directeurs généraux de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, étant entendu que l'autorisation de microfiltration évoquée ci-dessus peut également s'appliquer, la précédente étant la possibilité d'autoriser. Donc c'est ce qu'on fait. Il y a une correction, en tout cas un amendement à cette proposition qui est faite par la directrice de cabinet du ministre de la Santé, qui transforme cette proposition que nous faisons, et qu'on jugeait conforme à ce qu'on s'était dit, en la version définitive du bleu. Donc, en tout cas, notre intention n'a pas été de cacher derrière le plan de transformation ou de valider le plan de transformation dans ce bleu. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, moi, à partir du moment, c'est peut-être une erreur de ma part, mais en tout cas, à partir du moment où on a un amendement, en plus du ministère de la Santé, qu'il est validé par le ministère de l'Industrie, que tout le monde est aligné là-dessus, moi, j'ai aucune raison de revenir sur la formulation qui est faite et qui est proposée. C'était peut-être une erreur, et voilà, mais en tout cas, il n'y a pas d'intention cachée de valider le 0,2 par cette formulation. Je vous remercie. C'est très clair. Alors, une autre question, Monsieur Jacquin. Oui, plusieurs questions, Présidente, si vous me permettez. Plusieurs questions rapides, parce que j'ai une contrainte horaire maintenant. J'ai beaucoup apprécié cet entretien qui démontre votre professionnalisme. On vous sent comme un conseiller tout entier voué à chercher des solutions pour dépanner les ministres. Ma première question sera de savoir comment vous qualifiez les relations avec Nestlé. Pas excellente. Pas excellente. Non, plutôt mauvaise. Après, on a des interactions avec eux telles qu'on l'a avec de très nombreuses entreprises et telles que j'ai avec de très nombreuses entreprises. Mais on a, dans ce dossier, en tout cas, je ne préjuge pas des autres interactions qu'il peut y avoir dans l'État avec Nestlé sur d'autres sujets, mais en tout cas, dialogue assez dur sur les conditions dont... le constat de base, c'est quand même qu'ils ont conduit une fraude très importante, massive. Ah bon. Et donc ça, bien évidemment, ça transparaît dans les échanges qu'on a avec eux, en tout cas que moi j'ai à mon niveau, en août puis en septembre.
Vous venez de m'enlever la troisième question. C'était ça, je ne vous sentais pas très ému par l'aspect de la fraude, mais vous venez avec talent de la remettre au bon moment de mon questionnement. Parce que moi, c'est vraiment le sentiment que je partage avec le rapporteur, c'est que cette fraude, elle semble vraiment pas importante dès lors qu'il n'y avait pas de problème pour la santé humaine, quoi. Et que le consommateur soit floué, ça passe pour du menu fretin, quoi, et comme un truc pas très important. Si c'est l'impression que j'ai donnée, je vous prie de m'en excuser. Ce n'était pas du tout mon intention parce que je considère depuis le début de ce dossier, enfin, où j'en prends connaissance, que c'est un sujet de fraude massive et que bien évidemment il est extrêmement important et que d'ailleurs un des premiers sujets, indépendamment des sujets de sécurité sanitaire qui sont évoqués lors de la réunion du 21 juillet, c'est celle de la saisine, de la cessation des pratiques frauduleuses et de la saisine du procureur pour sur ces pratiques illégales. Merci. Une question de Madame Housseau. Merci Madame la Présidente. Oui, moi je voudrais vous interroger sur la CJIP, qui est la Convention judiciaire d'intérêt public, qui a été signée donc le 2 septembre 2024 entre Nestlé et l'État, et qui a pour intérêt majeur d'indemniser et de réparer quelque part la fraude qui a été faite en exonérant quand même Nestlé Waters de poursuites pénales. Et je voulais savoir si vous y aviez participé à l'élaboration de cette CJIP et si vous saviez qui en était à l'initiative. Pas du tout. Je n'y ai pas du tout participé. Du tout. Non. Moi, après le bleu de février, je n'ai plus vraiment de contact sur ce dossier jusqu'à mon départ du cabinet, si ce n'est en janvier 2024, comme je le précisais au rapporteur tout à l'heure, au moment des révélations dans la presse. Parce que nous avons interrogé l'actuelle préfète des Vosges, qui nous a dit qu'elle avait participé à la communication vis-à-vis des élus du territoire, mais que elle découvrait ce que c'est une CJIP. L'ancien préfet des Vosges, qui lui non plus n'était pas à l'initiative. On a demandé à Nestlé Waters, au directeur je crois qu'il s'appelle Luc Desbrun, lui non plus ne savait pas. Il nous a dit que c'était les juristes de Nestlé Waters qui avaient été à la manœuvre, mais on n'arrive pas à savoir en fait qui a décidé de mettre en œuvre cette procédure du Code de l'environnement plutôt que des poursuites classiques. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas du tout été associé à aucune décision sur ce sujet qui est... Non, je ne sais pas du tout. Merci. Rien à rajouter ? Mes chers collègues, je vais conclure cette audition en vous remerciant, Monsieur Blonde, du temps consacré. Merci pour votre participation. Et nous allons enchaîner avec une prochaine audition de Madame Lucile Poivert, chers collègues. Merci.
Bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer cette audition. Chers collègues, nous poursuivons notre